Avant la Révolution, elles étaient le signe extérieur de richesse de la classe aisée cubaine. « 60 ans plus tard, les belles américaines ne symbolisent plus la réussite, mais l'âme de Cuba. L'embargo économique imposé par les États-Unis a poussé les Cubains à les maintenir en vie. Ma voiture est de 1942. Et la retraite n'a pas encore sonné pour ces vieilles dames qui n'ont plus l'âge de jouer les 4x4. C'est pas très bon. Ça glisse vraiment. Même s'ils restent coupés du monde, les Cubains ne se résignent pas et avancent avec toute la philosophie d'un peuple qui développe des trésors d'ingéniosité pour rendre le quotidien moins pénible. Ce genre de problème n'est pas important. On a vécu des choses tellement plus graves. Les hommes font toujours face aux difficultés et les surmontent. Chaque jour, les Cubains tentent de révolutionner leur vie. À Baracoa, se déplacer dans les campagnes reste toujours épique. Son squelette d'acier n'a plus la souplesse de sa jeunesse, mais avec 1 million de kilomètres au compteur, la Chevrolet de Diomar se montre encore fringante. Enfin presque. C'est une très vieille voiture. Elle n'a pas de direction assistée. Tout est mécanique et elle est difficile à manœuvrer. Ça nous muscle les bras parce que la direction est très rigide. Il faut de la force. Diomar ménage cette vieille dame qui lui permet de gagner sa vie comme taxi privé. Il y a encore quelques années, c'était interdit. Toute l'activité économique de l'île était entre les mains de l'État. La révolution est arrivée en 2010. Le régime communiste s'est un peu assoupli et permet maintenant à certains métiers d'être exercés en auto-entrepreneur. Ici, à Cuba, il y a des taxis d'État. Et des taxis particuliers, comme moi. Je suis propriétaire de ma voiture et je travaille à mon compte pour ma famille. Le chef, c'est moi. Et l'ouvrier, c'est moi aussi. Diomar parcourt la campagne à la recherche de clients. Yo voy para allá, pero vamos a ver si podemos subir porque el camino está muy malo. No hay problema. Sigo a pie si yo no problema. No, que bala mucho. Ahora a la hora de subir a ver qué pasa. Quand il pleut beaucoup, l'eau entre dans la voiture à cause des joints qui sont trop vieux. On a les pieds mouillés. Les vitres ne remontent plus. Mais tout le reste fonctionne. Les 30 petits kilomètres qui les séparent du village s'annoncent acrobatiques. Surtout pour le passager. À Cuba, voyager, c'est la santé.
se pegó una piedra o algo por allá atrás. Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver. Mira, ahí está pegado. Ajá. Voy a tomar la opción de calzar con el gato, subirlo para que pegue de la piedra el muelle. Vas a empujarlo que caiga. Síguele dando, que ya quiere moverse allí. Yo voy a tenerlo frenado el carro. Ajá, cuando frenado. Le pegue de la piedra, tú sales para atrás y me ayudas a empujar. Quítate de atrás. Ahora la puerta son... Maintenant, il ne peut plus reculer ni avancer. J'avais laissé la porte ouverte et elle s'est enfoncée dans le talus. Le risque est de l'arracher en reculant. Trois quarts d'heure plus tard, il est enfin libéré. Il y a des pierres partout, mon ami. Parfois, 4 sabots valent bien mieux que 4 pneus. Tant que Cuba était soutenu économiquement par l'URSS, le pays ne manquait de rien. Mais en 1991, tout bascule. L'Union soviétique disparaît. Les Cubains voient leur pouvoir d'achat réduit de 50%. Et bien plus grave, ils ne mangent plus à leur faim. Les paysans cubains n'ont plus les moyens de travailler. L'URSS fournissait insecticides et engrais chimiques. Pour lutter contre la malnutrition, Fidel Castro donne des terres à toute personne prête à travailler et les pousse vers l'agriculture biologique. Près de 30 ans plus tard, les écologistes du monde entier envient leur modèle agricole. Le transport, lui, reste un problème. Surtout dans les montagnes. Les routes sont rares. Luis et son fils cultivent la banane. Pour livrer les régimes à la coopérative, ils n'ont pas d'autre choix que de construire un radeau. Un bon bambou doit être bien droit et bien vert. Il flotte mieux. Je l'ai choisi soigneusement pour ne pas abîmer la nature. Afin de protéger l'écosystème, les cultivateurs sont soumis à des règles strictes. Le bambou est propriété de l'État. Il faut une autorisation pour les couper. Le radeau de bambou est un moyen de transport primordial pour les paysans qui vivent dans les montagnes. C'est un moyen de transport sûr. Il ne se retourne pas. On l'utilise depuis l'époque des Indiens. C'est difficile. C'est tout un art de fabriquer un radeau. Il faut qu'il soit solide parce que la rivière est dangereuse. Ça peut tanguer. Et le radeau peut se casser. Et là, je perdrai mes bananes. Quatre heures plus tard, le cargo de fortune semble prêt pour l'aventure. Direction la bananeraie, 5 km en aval de la rivière Toa.
frère de Luis, fait partie de ceux qui ont récupéré des terres au moment où Fidel Castro a réformé l'agriculture dans le bio. C'est ma ferme. J'ai planté tous ces bananiers. Je vais récolter des bananes pour les amener à la coopérative. Ce travail, c'est le fruit de ma sueur. Et j'en vois le résultat. Je cultive aussi du cacao et de la noix de coco. C'est la coopérative de l'État qui me les achète. 2 € les 100 kilos. C'est bien payé. Elles sont excellentes. Rien de chimique dedans. Elles sont bio. Ici, on n'utilise pas de produits chimiques. Maintenant, Luis n'a qu'une peur. Perdre ses bananes pendant le transport. Le transport des bananes se fait par la rivière, parce qu'elles poussent dans la montagne. Elles sont difficiles d'accès. Il n'y a pas d'autre moyen. Le transport se fait par la rivière. Il faut beaucoup d'expérience pour travailler sur la rivière. Depuis que je suis enfant, j'ai l'habitude de l'affronter. Même si je contrôle bien la situation, le courant est puissant. Il faut de la force pour la descendre. Il faut dire que son radeau n'est pas vraiment un modèle de maniabilité. Pourtant, Luis va devoir tenir le cap. Il a 22 km de rivière à descendre. Et ce n'est pas gagné. Les montagnes sont longtemps restées des barrières infranchissables à Cuba. Pendant des siècles, la seule façon d'atteindre Baracoa était d'arriver par la mer ou à dos de mulet. Après la Révolution, Fidel Castro fait construire une route. La ville voit arriver ses premières voitures, et elles sont toujours là. Ce n'est pas par passion, les Cubains les bichonnent parce que l'île ne peut rien importer. La faute à l'embargo américain qui bloque l'économie de Cuba. Les pièces de rechange sont donc extrêmement rares. Sans le génie astucieux des mécanos, la Chevrolet 1947 de Diomar aurait rejoint la casse depuis longtemps. Le moteur n'est pas d'origine. C'est un moteur Perkins, qui n'est pas fait pour les voitures. En fait, c'est un groupe électrogène qui vient d'une usine. Pour la montagne, il est parfait. Il est puissant, mais ce n'est pas un moteur de course. Pour un petit trajet, Diomar demande 20 centimes. Et pour les plus longs, 1 €. Mais selon lui, c'est encore trop cher. Le salaire moyen d'un Cubain oscille entre 20 et 28 €. Les gens qui vivent ici n'ont pas beaucoup d'argent. Ils n'en ont pas pour moi. Je les transporte quand même, parce que je dois les aider. Dans mon boulot, je cherche à être solidaire avec eux, plutôt que de vouloir gagner de l'argent à tout prix. La voiture est confortable. Mais ce genre de véhicule existe à cause de la situation économique et politique que vit le pays. On subit un embargo économique de la part des États-Unis. Les États-Unis ne nous laissent pas faire du commerce avec les autres pays.
On ne reçoit ni médicaments, ni pièces de rechange, ni nourriture, rien du tout. On doit se débrouiller avec ce qu'il y a à Cuba et ce que nous produisons sur place. Les Américains veulent en finir avec le communisme à Cuba. Depuis 60 ans, de Baracoa à La Havane, la capitale, la vie des Cubains est rythmée par les contraintes et les pénuries. L'État compense avec la gratuité de l'école, des services de santé et avec la libreta. La carte de rationnement permet aux Cubains d'acheter à bas prix les produits de première nécessité, comme le riz, l'huile ou le café. Au fil des années, les Cubains ont développé un mode de vie, l'invento. En clair, résoudre les problèmes du quotidien par tous les moyens et rapidement. Eduardo est ingénieur en télécommunications, mais pas seulement. Il est aussi taxi. Et commerçant. Sa voiture est une boutique ambulante. Tous ces objets, Eduardo se les fait envoyer par des amis qui vivent aux USA et en Europe. Chaque jour, je vends quelque chose. J'ai des montres, des climatiseurs, des rasoirs, des chemisiers, des caleçons. 10 € ce modèle pour femme. Et ce chemisier, 8 €. Lo que tengo son 10 pesos. ¿Te conviene así? Bueno, te las puedo dejar en 10 dólares por ser una dama, porque para los hombres yo las vendo más caras. Gracias. C'est un commerce qui me permet d'amortir mes frais de vacances. Et surtout son quotidien et l'entretien de sa Chevrolet 1950. Comme la plupart des voitures du Cuba, elle n'a plus rien à voir avec l'original. Ces belles américaines sont à l'image des Cubains. Un génial métissage, mais mécanique. Ma voiture a des pièces de Mercedes-Benz. La direction vient d'une voiture roumaine. À l'arrière, le différentiel est d'une Volga russe. Le circuit de freinage, d'une Jeep russe. Le volant est celui d'une Nissan Sentra. Ses sièges sont d'une Peugeot et à l'arrière d'une Toyota Ayari. À Cuba, pratiquement toutes les voitures sont rafistolées avec des pièces d'autres voitures. Celle de Diomar n'échappe pas à la règle. Voyager dans un taxi des années 50 est une plongée dans le passé et dans une certaine réalité. Les passagers ont appris à ne pas s'énerver quand ils se déplacent dans une antiquité. Hasta aquí llegamos, que el carro se rompió. Se partió la varilla del coche y no quiere coger la velocidad para seguir. Tú quédate ahí en el hueco ese. Pero bueno, estamos adaptados. Ce n'est pas un problème. C'est normal. Ça arrive avec les vieilles voitures. On va marcher et on verra bien. Depuis la Révolution, les Cubains ont pour habitude de se répéter cette phrase. Je vais regarder par là. Hay que luchar, il faut se battre. Le cylindre d'embrayage est cassé. Por aquí cerca, que haya un soldador. Hay maquinaria aquí atrás. Ajá. À Cuba, les ateliers de la débrouille comme celui-ci se comptent par milliers. Buenos días. Oiga, compañero. Ils savent réparer l'irréparable. Bon alors bien sûr à Cuba, il n'y a pas de contrôle technique. Et c'est tant mieux. Sinon, ces belles voitures seraient mises au rebut. La soudure est bien faite. Elle est solide.
Ici, presque tous les chauffeurs savent réparer leur voiture. Et quand on a besoin d'une pièce qu'on ne peut pas fabriquer, on essaie de trouver un ami qui la ramène de l'étranger. Pour éviter que la recherche de pièces de rechange ne se transforme en quête du Graal, quasiment tous les conducteurs possèdent leur propre stock. À La Havane, Eduardo en a plus d'une centaine disséminés dans son petit appartement. Sa femme est au bord de la crise de nerfs. Ça énerve ma femme. Elle dit que la maison est un magasin de pièces détachées qui servent pas et qu'elle va les jeter. L'autre fois, elle m'a dit « c'est moi ou les pièces ». Sa journée du mardi, Eduardo la consacre à la mécanique. La concurrence entre taxi est rude, pas question de perdre des clients. C'est comme la prunelle de mes yeux. Je suis toujours après elle, à la bichonner pour qu'elle ne me laisse pas en rade. Si elle casse, je suis dans le pétrin. Je suis ingénieur en télécommunications et j'ai appris la mécanique avec un garagiste professionnel. Je suis mécanicien mais aussi tapissier. Ce sont des sièges qui viennent d'une Peugeot 404 d'Argentine. Ces ressorts proviennent de meubles d'avant la Révolution. On les utilisait pour les fauteuils de salle à manger, dans les sofas. Quand je conduis dans le quartier, je regarde toujours dans les poubelles au coin des rues. J'y trouve plein de choses. Il y a ceux qui jettent et ceux qui en profitent. Le dernier que j'ai remplacé a duré 25 ans. Alors là, je suis reparti pour 25 ans. À part le gouvernement, très peu de Cubains ont les moyens d'acheter une voiture neuve, et même d'occasion. Les prix sont environ 70% plus élevés qu'en France. On dirait que tout va bien parce que la voiture ne tire pas vers les côtés, elle ne bouge pas, la direction s'est améliorée. Je n'aimerais pas vendre ma voiture, je l'ai depuis trop longtemps, ça fait 30 ans. Avec elle, je suis devenu quelqu'un, et c'est grâce à elle que j'ai tout ce que je possède. Même si je devenais millionnaire, j'achèterais une nouvelle voiture. Mais celle-là, je la mettrais sous une cloche de verre. Jamais je m'en séparerai. Combien de temps tiendront-elles encore, ces vieilles voitures? Mystère. Mais se déplacer dans le pays reste une bataille quotidienne. Dans les montagnes, Luis lutte toujours contre le courant. Il n'avait pas d'autre choix que d'emprunter la rivière. Elle est la seule voie qui mène de sa plantation à la coopérative, située 20 km plus bas. Ça arrive souvent quand le courant est aussi fort. Mais ça aurait pu être pire. J'aurais pu perdre toutes mes bananes. Comme partout, on rencontre des difficultés. Mais les hommes ont l'habitude de trouver des solutions. Avec de l'intelligence et de l'expérience, on résout tout. Là, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de troncs d'arbres dans l'eau.
Les pierres sont recouvertes de limon. Ça glisse. C'est pénible de marcher dans l'eau. Le courant ne m'aide pas. Avec ses 8 mètres de longueur et le poids de sa cargaison de bananes, le radeau est incontrôlable. Le bambou et les bananes, ça pèse lourd. Il y a plusieurs centaines de kilos. Si je travaille dur, je vis bien. Les Cubains connaissent le prix de l'effort. Après 4 heures de navigation intense, Luis retrouve son transporteur. La coopérative lui achète 2 € les 100 kilos de bananes. Ce n'est pas énorme. Mais Luis nous explique qu'il n'a pas besoin de gagner plus pour bien vivre. Je suis très heureux de faire ce travail. Mais quand j'étais enfant, mon rêve était d'être musicien, chanteur. Un rêve qu'il réalise tous les soirs après le travail avec son groupe. La vie n'est pas toujours faite de rêves. Et la réalité est bien différente. Selon Luis, la recette du bonheur serait de refuser la société de consommation et de prendre chaque journée qui commence comme un cadeau. Ce matin-là, ce n'est pas vraiment la pensée de Roberto. Sa journée s'annonce galère. Il lui faudrait un 4x4, mais seul le taxi de Diomar est disponible. Roberto est archéologue. Son site de fouille se trouve dans les montagnes. Le voyage risque d'être long dans la vieille Chevrolet de Diomar. Il y a trop de buée. Ça m'empêche de bien voir la route. Je vois ce qu'il y a devant, mais rien au loin. Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Il faudrait que je change le pare-brise en prenant celui d'une autre voiture. Mais je n'ai pas les moyens. Ici, on a l'habitude de dire « c'est à la cubaine ». Pour nous les Cubains, ce genre de problème n'est pas très important. On a vécu des choses tellement plus graves. Les Cubains vont toujours de l'avant. On est au-dessus de ce genre de choses. Nous, on avance. Enfin là, ça va être compliqué. La route qui mène au site archéologique comporte plusieurs passages périlleux. Diomar ne veut pas s'y aventurer
sans savoir où il va mettre ses roues. Il s'arrête chez un ami planteur de café qui emprunte souvent la piste. El interés de nosotros es que vamos allá a ver la cueva de los indios. La cueva de los indios, entonces queremos hacerlo por aquí, por esta zona, porque es la zona más corta. La antigua loma de los indios. El camino es difícil para bajar la camioneta y el tractor es un poco difícil. Y hacer el trabajo, creo que eso van a tener que hacerlo en otro lado. Hoy prácticamente ya lo que pasan por ahí son yuntas de bueyes, por el peligro que tiene esa loma. E incluso ya han muerto 2 personas ahí que se han derricado y se han matado. Es difícil. Un café pour se donner le temps de la réflexion. Tenemos que hacerlo por aquí, el trayecto hay que hacerlo por aquí. Vamos a mirar a ver cómo está aquello allí. Porque si es demasiado peligro, que tú dices que está estrechito y resbaladizo, puede caer a la cuneta allá abajo. La piste semble bonne, mais la première épreuve est de taille. Cette descente ne lui dit rien qui vaille. Je dois aller voir là-bas pour vérifier. C'est assez dangereux. Le ravin est profond. Le problème, c'est que la piste est trop étroite pour le passage de la voiture. Sous le poids de la voiture, la route peut s'effondrer. Les roues peuvent passer ici. Ces pierres sont vraiment hautes. Là-bas aussi. Je vais tenter de passer. On verra bien. Diomar est confiant. Sa Chevrolet 1947 en a vu d'autres. Mais elle est quand même un peu fatiguée. Même si la plupart des routes sont en bon état et les transports en commun nombreux et peu chers, se déplacer n'est jamais simple pour la population. Depuis la chute de l'URSS, qui soutenait l'île économiquement, les vélos et les voitures à pédales se sont développés. Mais il y a un moyen beaucoup moins fatigant et plus sûr pour arriver à destination. À Vignales, il est le roi, le cheval. Même s'il y a des voitures attelées dans tout Cuba, à Vignales, l'animal est crucial. C'est la région de la canne à sucre et du tabac. Le cheval remplace le manque de tracteurs et d'essence. Pedrito cultive la fierté de Cuba. J'ai appris à fabriquer des cigares avec mon père. C'est facile. Je le voyais tous les jours rouler un cigare et c'est comme ça que j'ai appris, en l'observant. Regardez comme il se consume bien. La cendre est bien blanche. Voici l'histoire de mon père. Avant Fidel, il trimait comme un larbin sur ses terres.
Toutes ces terres, de Vignales jusqu'à perte de vue, n'appartenaient qu'à un seul homme. Avec la Révolution, Fidel a donné aux paysans les fermes dans lesquelles ils travaillaient. Je suis fier d'être cubain. Fidel est le meilleur. Sans la Révolution, je n'aurais pas ma ferme. C'est sûr. Fidel Castro a redistribué les terres des grandes compagnies à plus de 100 000 paysans. Mais encore une fois, à cause de l'embargo, tous travaillent avec des moyens d'une autre époque. Le temps est mauvais et il va pleuvoir. Il faut protéger le tabac. Si le tabac se mouille, c'est un problème. Il perd sa qualité. Je pourrais les recouvrir, mais je n'ai pas de bâche. Suave, vamos a enderezar suavecito, suavecito. Dale, suavecito. C'est délicat avec cette charrette. Si elle se renverse, je perds la récolte. Les feuilles peuvent se casser. Il faut y aller avec précaution. Effectivement, les cigares les plus réputés sont fabriqués avec 5 feuilles de tabac entières. Elles ne doivent comporter aucune déchirure. Bien que ces cigares se vendent une fortune dans le monde entier, Pedrito ne sera jamais riche. Les 100 kilos valent normalement 60 €. Mais si les feuilles sont mouillées, je ne touche plus que 48 €. Si la pluie abîme ma récolte, l'État me garantit 70% du prix. En contrepartie, le paysan est obligé de vendre la quasi-totalité de sa production à l'État. Comme Luis, le cultivateur de bananes, Pedrito nous raconte qu'il ne tient pas à gagner plus. D'ailleurs, même ses ouvriers ne courent pas après l'argent. À Cuba, la rangée est payée 20 centimes. Si tu fais 50 rangées, tu gagnes 10 €. C'est pareil pour tout le monde. Tous les paysans nous payent le même tarif. Et ça nous suffit. On ne peut pas abuser des paysans et leur réclamer de nous payer 50 centimes la rangée. Certains pourraient le faire, mais d'autres non. Pedrito, moi et quelques autres paysans, nous nous entraidons. Sans entraide, la vie serait encore plus difficile à Cuba. Toute la société est fondée sur ce modèle. De son côté, Diomar se pose toujours la même question. Doit-il lancer son taxi dans la pente ou rebrousser chemin? ¿Tú no vas al tratar? ¿Eh? Yo no tengo miedo. C'est très dangereux, parce que les pierres sont très glissantes. J'ai un peu peur, mais pas trop. C'est pas très bon. Ça glisse vraiment. Mais je continue. Le problème vient des suspensions. À 77 ans, elles n'amortissent plus grand-chose. La voiture rebondit. Le doute s'installe dans la tête du chauffeur.
Ça glisse trop pour continuer. Je vais faire demi-tour, parce que ce n'est pas possible. C'est trop glissant. Ça ne vaut pas le coup de risquer sa vie. Ou de perdre la voiture pour toujours. Mais en remontant dans son taxi, Jomar se dit que perdre 10 €, c'est quand même dommage. Et puis il a déjà fait la moitié du chemin. Suave, déjame este lado. Cuidado. Il est passé, mais le retour s'annonce déjà compliqué. Et ce n'est plus vraiment de son âge. C'est mon seul travail, et il est très fatigant. Je ne peux pas travailler plus. À force d'être assis, j'ai mal aux reins. Je vais souvent me faire examiner à l'hôpital de Baracoa, mais je ne paye rien, c'est gratis. À Cuba, la santé est gratuite. Qu'on t'examine ou qu'on t'opère, tu ne payes rien. Avant l'arrivée des Espagnols, à la fin du XVe siècle, Cuba était peuplé d'Amérindiens. En quelques années, ils furent réduits à l'état d'esclaves et exterminés. Roberto répertorie leurs vestiges. C'est une série de visages gravés dans la pierre, faite par les Indiens Taínos, une culture précolombienne. Les gens qui travaillent sur cette route détruisent à la machette des choses qui sont là depuis plus de 1000 ans. C'est dommage de détruire ces vestiges. Un peu plus loin, il y a une caverne où des gens vivent depuis plusieurs générations. Cette famille vit comme ses ancêtres, les Taínos. Pour se nourrir, ils entretiennent un potager, cueillent des baies et chassent dans la forêt. À Cuba, il n'y a plus d'Indiens purs à 100%. Eux, ce sont des descendants à 45%. Leurs yeux bleus proviennent du métissage avec les Européens. Je suis contente de vivre ici. Même si quand il fait mauvais temps, c'est vrai qu'on serait mieux dans un appartement. Et quand on est malade, pour voir un médecin, c'est mieux d'être en ville. Mais dans la forêt, on ne pense pas à ces problèmes. Les voisins les plus proches se trouvent à une dizaine de kilomètres. Et comme les Taínos il y a 600 ans, la famille puise l'eau potable au fond d'une autre grotte. Nous sommes les derniers ici. Il n'y a personne d'autre dans cette partie orientale de Cuba. Quand je serai vieux et que je partirai d'ici, je ne sais pas si mes enfants reviendront là. Je pense qu'ils sont heureux. Ils vivent à l'indienne, dans un environnement naturel. La nuit, ils regardent les étoiles alors que nous, on est devant la télévision. Ici, ils profitent de ce que la terre leur donne. Quelle plus belle vie que celle-là, une vie saine et pure. Sur la route du retour, Diomar a pris la précaution de téléphoner à son ami planteur de café. Il lui a demandé l'aide de son tracteur pour remonter la pente. Encore faut-il que son taxi arrive à l'atteindre. Des ouvriers sont aussi venus en renfort.
Le groupe électrogène qui sert de moteur à la Chevrolet n'est pas assez puissant dans la caillasse. À Cuba, tout le monde s'entraide. Il peut se passer n'importe quoi. Tous les gens sont d'accord pour venir aider, sans se poser de questions. On vit dans un endroit reculé, mais nous sommes des gens généreux. Ici, les femmes sont vaillantes. On aide quand il y en a besoin. Nous sommes des femmes engagées dans la révolution, bien sûr. La chaîne finit par lâcher. Il faut dire que les voitures de 1947 ne sont pas des poids plumes. On va essayer de trouver une chaîne plus longue pour que le tracteur puisse me tirer de plus loin. Seulement la partie est loin d'être gagnée. Après 2 heures d'effort, le taxi est enfin sorti d'affaire. Merci mon Dieu. On s'en est sorti grâce au tracteur qui nous a tirés de là. En 2014, les Cubains ont cru voir la fin du tunnel. Le président Barack Obama et le président cubain Raúl Castro annoncent le rétablissement des relations diplomatiques. L'embargo est assoupli. Les échanges commerciaux reprennent entre les deux ennemis. Mais en 2017, Donald Trump remet en cause le traité et durcit à nouveau le blocus économique. La guerre paraît sans fin, mais jamais elle ne semble avoir entamé le moral des Cubains.